Alors bonjour ou rebonjour à tous. Donc, je vais me présenter à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, je suis actuellement doctorant-chercheur en ethnobotanique à l'Université de Guyane, donc inscrit à l'école doctorale de l'Université de Guyane, et en poste au CNRS, au laboratoire LEISA, qui est un laboratoire pluridisciplinaire comprenant des chercheurs de l'IFREMER, du CNRS et de l'Université de Guyane. Je m'intéresse actuellement aux phytothérapies contemporaines guyanaises et plus particulièrement aux circulations de savoir, d'usage, de plantes aussi, qui caractérisent ces pharmacopées dans le contexte très fortement interculturel de ce département. Alors, j'essaie de décrire ces pratiques à la fois de façon quantitative et qualitative, et les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui sont ceux qui sont relatifs à mon mémoire de master que j'ai soutenu et publié il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, pour ce mémoire, je me suis intéressé aux phytothérapies des jeunes urbains guyanais. Alors déjà, utilisent-ils encore des plantes pour se soigner? Dans quelle mesure? Quelles plantes pour soigner quoi? Sous quelle forme? Comment est-ce qu'ils se les procurent, ces plantes? Ce sont un petit peu à ces questions que je me suis engagé de répondre durant ce mémoire. Et je vais donc essayer d'apporter une approche de la ville, une entrée par les plantes, alors que je me rends bien compte depuis ce matin que la façon la plus commune de le faire, c'est plutôt par le foncier. Alors, il s'agit bien évidemment d'un sujet d'ethnobotanique, puisqu'on s'intéresse à l'utilisation de plantes par une population humaine particulière, donc ici en l'occurrence des plantes médicinales par des jeunes citadins. Et on a pensé que c'était un sujet circonstancié, dans la mesure où la Guyane est un département de plus en plus jeune, qui est un département très jeune et de plus en plus urbanisé. Aussi, on a voulu sortir un peu d'une vision un peu dépassée, un peu folkloriste de l'ethnobotanique, qui s'intéresse la plupart du temps à des populations rurales et vieillissantes. Donc, comme toute enquête ethnobotanique, j'ai mené des entretiens de type ethnographique à l'aide de questionnaires semi-directifs, donc sur deux terrains d'études principaux que sont l'agglomération de Cayenne, c'est-à-dire Cayenne, Matoury, Remire-Montjoly, et Saint-Laurent-du-Maroni, qui est considéré comme la capitale de l'Ouest guyanais, et qui compte désormais, je crois, à peu près 20 000 habitants. Donc, en tout, ce sont 83 jeunes adultes âgés entre 20 et 40 ans qui ont été interrogés, appartenant à des catégories socio-professionnelles variées, et surtout appartenant à des groupes culturels, linguistiques, diversifiés, de façon à être le plus représentatif que possible de l'hétérogénéité, on va dire ethnoculturelle, du tissu urbain guyanais. En tout, ce sont 16 groupes donc, qui ont été interrogés, des Amérindiens, des Bushinangais, des Créoles, et aussi des populations migrantes, des Haïtiens, des Brésiliens, des Surinamais, entre autres. Alors j'ai également procédé quasi systématiquement, puisque c'est la base un peu d'un travail d'ethnobotanique, à la collecte d'herbiers auprès de mes informateurs, donc dans leur jardin, au bord des routes, sur les marchés, afin ensuite de les identifier formellement à l'herbier de Cayenne et d'en déterminer précisément l'espèce botanique, afin de sortir un peu de l'imprécision des noms vernaculaires, puisqu'on sait qu'un même nom vernaculaire, même taxon, peut regrouper des espèces qui parfois n'appartiennent même pas aux mêmes familles botaniques. Alors justement, en termes de botanique, ce qui ressort tout d'abord de ce travail, c'est que finalement, ces jeunes urbains, ils utilisent encore un nombre assez grand de plantes médicinales, puisqu'en tout, ce sont 109 espèces qui ont été citées en usage récent, appartenant à 52 familles botaniques distinctes, bien que parmi ces 52 familles, une dizaine englobe à peu près 50% des espèces citées. Donc 10 grandes familles dominantes. Et il s'agit souvent d'espèces herbacées ou arbustives, ce qui, eu égard au milieu dans lequel on a étudié, est assez logique, donc des lamiacées, des astéracées. Alors je ne m'étendrai pas trop sur l'aspect botanique, puisque je sais que c'est... Enfin bon, voilà, je suis face à un public non averti en termes de botanique. Mais en tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans la plupart des cas, il s'agit de plantes cultivées. Et dans certains cas, nous le verrons, aussi des plantes collectées sur le bord des routes, dans les friches. Donc il y a des pratiques justement qui sont liées, qui sont adaptées au milieu urbain et dont on va parler un peu plus tard. Donc certaines plantes sont des panacées, je dirais même des panacées pantropicales. Je pense par exemple à la citronnelle, au gingembre ou encore à l'aloe vera.
Et en ce qui concerne maintenant l'endémisme de ces plantes, eh bien, on se rend compte que paradoxalement, la grande majorité d'entre elles sont des espèces introduites, donc non autochtones, puisque 98 sur 109 espèces sont des plantes exogènes qui ont été introduites plus ou moins anciennement, que ce soit par les Amérindiens, puisqu'on sait qu'ils ont diffusé un grand nombre d'espèces sur le continent, durant la colonisation. Là, on peut penser par exemple aux fameux jardins botaniques coloniaux qui permettaient d'acclimater, d'introduire des plantes souvent asiatiques, africaines ou en tout cas exotiques. Et également à travers les différentes vagues de migration qu'a connues la Guyane ces dernières décennies. 11 espèces seulement, en effet, sont amazoniennes, qui correspondent à moins de 10% des use reports totaux. Donc, ce caractère peu autochtone des plantes, à mon avis, il est aussi justement assez spécifique au milieu urbain, où moins de végétaux sont collectés dans le milieu sauvage, dans le milieu forestier, mais la plupart sont des plantes cultivées, donc avec une plus grande prévalence de plantes exotiques. On sait que les populations migrantes, lorsqu'elles s'approprient le territoire, eh bien, elles ne viennent pas les mains vides. Elles viennent aussi, entre autres, avec des plantes, avec des graines, avec des cultivars, avec des huiles végétales. Moi, par exemple, j'ai des informateurs qui me disent que quand ils vont dans leur pays, en Haïti ou au Brésil, ils ramènent par exemple des plantes qui pourtant existent aussi en Guyane, mais ils les ramènent parce qu'ils me disent qu'elles sont plus fortes, comme ils disent, plus puissantes, donc avec des vertus a priori accentuées, alors que intrinsèquement ce n'est peut-être pas le cas, mais symboliquement ça l'est. Et on sait l'efficacité symbolique, la valeur de l'efficacité symbolique dans la phytothérapie. Alors, je me suis également intéressé à l'ethnomédecine qui caractérise ces jeunes urbains guyanais, leur vision du corps, leur vision de la maladie, et notamment des causes de la maladie. Alors on se rend compte que certains concepts traditionnels perdurent assez bien, c'est le cas par exemple de l'inflammation, qui peut être due à un excès de graisse, de sucre, d'alcool, enfin de toxines, et qui induit l'autre grande notion nosologique de nettoyage. Donc là, on va prendre ce qu'on appelle les rafraîchis, donc des mixtures, souvent macérées ou décoctées, de plantes dépuratives pour se nettoyer le sang, se nettoyer le ventre, se nettoyer le foie. Souvent s'ensuit ce qu'on appelle la purge, donc là on passe sur des plantes purgatives, ce qui a souvent lieu à la rentrée ou en fin ou en début d'année. Bon. Et ça, c'est des choses dont on m'a beaucoup parlé et qui sont encore vraiment d'actualité chez les jeunes citadins, en tout cas guyanais. Alors les explications d'ordre cosmologique, d'ordre magique, comme facteur explicatif de l'apparition, de la survenue d'une maladie, sont également très courants. C'est ce qu'on appelle le malvoyer, le piaille, la malchance. Et un certain nombre de jeunes m'ont fait part de leurs pratiques propitiatoires ou expiatoires afin de se prévenir ou de s'extraire d'un état de malchance, d'un marrage, d'un mauvais sort qui pourrait leur être nuisible et leur apporter par exemple la maladie. Donc il y a aussi un aspect préventif dans cette maladie, dans cette explication en tout cas d'ordre médico-magique. Alors, dans cette perspective, alors il peut s'agir de bains, c'est le fameux bain des marées qu'on retrouve ici également, et puis dans tout l'arc antillais, voire même dans tout le bassin caribéen et centra-américain. Il peut s'agir de fumigation, il peut s'agir de substances bues, il peut s'agir de parfumage. On pense à l'essence de colibri, dans laquelle macèrent à la fois des plantes et aussi, à ce qui paraît, le cœur d'un colibri. Il peut s'agir aussi du simple port de plantes dites protectrices comme le douvent-douvent, Vetiveria aliacea ou le plus fort que l'homme, le Pfaffia glomerata. En revanche, la médecine humorale dite néo-hippocratique semble, elle, tomber en désuétude, puisque peu d'informateurs nous ont fait part de concepts tels que l'opposition fondamentale entre le chaud et le froid, ou l'imprudence, par exemple, qui, dans la médecine traditionnelle antillo-guyanaise, sont pourtant des dérèglements thermiques majeurs, pouvant être la cause de pathologies diverses et parfois graves, comme la pyrésie. Donc, les maladies les plus couramment traitées par les plantes au sein de cette population cible des jeunes urbains sont justement celles qui sont liées, on le voit, au concept traditionnel, donc qui englobe cette question de refroidissement, de nettoyage, de bain propitiatoire, mais également celles qui touchent les voies respiratoires, par exemple les états grippaux, la fièvre, l'asthme, le système digestif et le système nerveux, qu'il s'agisse là de plantes sédatives comme le corosol ou la mélisse, qu'on appelle ici brisée, ou au contraire de plantes excitantes comme le guarana par exemple.
Alors, on se rend compte que les plantes utilisées pour un usage cosmétique sont également très importantes au sein de cette population, et on va revenir là-dessus un peu plus loin. Alors, concernant les modes de soins, deux grands modes de soins courants et généralistes, j'ai envie de dire, que sont les décoctions et les infusions, émergent largement et représentent près de la moitié des remèdes cités. Donc leurs directions thérapeutiques sont larges et de nombreuses espèces sont utilisées sous cette forme. On peut utiliser autant des bourgeons de goyave contre la diarrhée que, à l'inverse, le fruit du tamarin, enfin le tamarin justement décocté contre la constipation. On va utiliser des feuilles ou l'écorce de kouachi contre la fièvre, même contre le paludisme, ou comme on dit contre les maladies moustiques, la dengue, le zika, le chikungunya, ou encore des feuilles de Plectranthus barbatus, introduites récemment à la fois par la filière mangue et par la filière brésilienne, appelées justement doliprane et que l'on utilise contre les céphalées, donc contre les maux de tête. Donc, il existe là un arsenal thérapeutique assez large et assez complet en ce qui concerne les infusions et les décoctions. Mais d'autres modes de soins plus rares car plus spécialisés apparaissent aussi. C'est le cas des loques, donc du jus de feuilles écrasées, bu en petite quantité, des cataplasmes ou encore des massages qui sont encore pratiqués par un petit nombre de jeunes spécialistes ou alors par des personnes tierces plus âgées, qu'il s'agisse de tradipraticiens ou de proches dans le cercle familial. On a aussi un certain nombre de modes de soins, de modes de soins nouveaux, plus contemporains et justement peut-être plus spécifiques aussi à cette jeunesse urbaine. C'est le cas par exemple de l'usage, on va dire, thérapeutique du cannabis, qui, moi, m'a été déclaré par 10% de mes informateurs comme ayant des propriétés médicinales, qu'il s'agisse de vertus sédatives ou, par exemple, expectorantes, qui font bouillir et qui boivent ça contre l'asthme, par exemple. Ou encore la proportion toujours plus importante de phytomédicaments, on pense aux huiles essentielles, on pense aux gélules, qui, finalement, sous-tendent un peu un entre-deux, entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Alors d'autres recettes traditionnelles survivent également en milieu urbain. C'est le cas par exemple de l'utilisation d'huiles végétales, qui sont encore assez fréquemment utilisées par les jeunes urbains guyanais. Par exemple l'huile de carapa, il ne faut pas confondre avec l'huile de carapate qu'on utilise ici aux Antilles, ce sont pas du tout les mêmes plantes. L'huile de ricin, l'huile de chocho ou encore l'huile de coco. Mais c'est également le cas de la prise de bain et de l'absorption de bita, qui sont des pratiques sur lesquelles nous allons nous arrêter un instant. Alors, sur les bains d'abord, on a décidé d'opérer un petit focus là-dessus parce que c'est une pratique encore assez courante en Guyane, notamment chez les jeunes, et pourtant relativement peu documentée. C'est ainsi que 81 recettes plus ou moins précises ont été collectées, c'était toute une partie de mon questionnaire, et il s'agit dans la plupart du temps de bains qui sont pris dans une visée médico-magique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en début d'année, à la rentrée ou avant une échéance importante, par exemple le permis de conduire ou un examen. Mais d'autres finalités thérapeutiques apparaissent aussi, notamment cosmétiques. On pense aux feuilles d'hibiscus, à l'aloe vera, aux feuilles d'argent, au côté guyanensis qui ici n'existe pas. C'est vraiment pour le coup une espèce strictement amazonienne et qui sont utilisés comme des shampoings naturels. Il y a aussi un certain nombre de bains qui sont pris pour l'hygiène intime des femmes, notamment chez les femmes des communautés noires marronnes. Et effectivement, ça montre aussi que certaines communautés sont plus familières et présentent des spécificités quant aux bains médicinaux. C'est notamment le cas, d'après notre enquête, de la communauté haïtienne, qui est quand même relativement importante en Guyane, avec à peu près 40 000 personnes d'origine haïtienne, et également des Bushinangais, donc des Noirs marrons. Moi j'ai été très étonné, parce que je ne m'y attendais pas. Tous les jeunes étudiants bushinangais que j'ai interrogés, à peu près une quinzaine, m'ont confié avoir dans leur placard, dans leur tiroir, des plantes séchées ou fraîches qu'ils utilisent de temps en temps en bain, quoi. Et dans une résidence universitaire comme celle qui est juste à côté. Alors, ce qu'on appelle le bita maintenant, ou la mer en Guyane, excusez-moi, c'est la macération de plantes dans de l'alcool, alors souvent du vin, du vermouth, mais encore plus couramment du rhum. Il s'agit pour la plupart du temps, comme leur nom l'indique, d'espèces à forte amertume, qui sont utilisées pour leurs vertus toniques, pour leurs vertus dépuratives, apéritives, vermifuges ou encore aphrodisiaques. Alors la mer est quelque chose d'assez spécifiquement masculin. Moi, sur 83 personnes,
avec un sexe ratio assez équilibré. J'ai 40 hommes sur 43 qui m'ont dit en prendre, alors que je n'ai que 2 femmes sur 40 qui en prennent. Donc c'est quelque chose de très masculin. Et il n'est pas rare en Guyane, même chez les jeunes, de sortir la bouteille de Bita lorsqu'on reçoit des amis. Alors il existe bien sûr des recettes plus ou moins élaborées, avec des spécificités botaniques propres à chaque communauté. Pas forcément m'attarder là-dessus, mais j'ai presque envie de dire en fait qu'il existe autant de recettes de Bita que de familles guyanaises, parce que chacun a sa propre recette qu'on se transmet de père en fils et qu'on garde précieusement chez soi. Alors, puisqu'on parle de transmission, concernant la question fondamentale, il est vrai, de la transmission, ce qui ressort le plus de cette étude, finalement, c'est qu'au-delà d'une transmission traditionnelle, quasi exclusivement verticale, donc intergénérationnelle, se substitue de plus en plus une transmission horizontale, entre collègues, entre voisins, entre amis, d'origines diverses, créant ainsi progressivement une transversalité et une mixité finalement des savoirs transmis. Ce que d'autres ethnobotanistes, je pense notamment aux auteurs Ladio et Albuquerque, qui sont des ethnobotanistes argentins, ont appelé le processus d'hybridation des savoirs ethnobotaniques en milieu urbain. Il y a des publications d'ailleurs fort intéressantes là-dessus. Alors certains freins apparaissent néanmoins, notamment ceux qui sont inhérents au milieu urbain. Mario en a parlé brièvement tout à l'heure. Il est plus facile de cultiver à la campagne que dans une tour en béton. Mais également la concurrence forte de la biomédecine, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques décennies encore en Guyane, où les communes, les villes étaient encore relativement isolées, en tout cas pour certaines sur le littoral. C'est également le cas des mobilités vers la métropole qui créent des ruptures de transmission intergénérationnelle lorsque les jeunes partent faire leurs études en métropole. Et également le facteur religieux qui, dans un certain nombre de cas, proscrit certaines pratiques, notamment d'ordre médico-magique. Alors on note quand même un certain renouveau de ces pratiques de phytothérapie urbaine qui peut s'expliquer notamment par le revivalisme culturel que connaît la Guyane depuis quelques décennies, qui peut s'expliquer également par l'engouement pour le bio, pour les médecines alternatives et traditionnelles, dont les médias se font l'écho d'ailleurs et sont finalement de nouveaux modes aussi de transmission de ces pratiques traditionnelles. Alors toujours en termes de transmission, il est important aussi de souligner ici le rôle prépondérant des femmes dans la transmission et tout simplement aussi même dans la détention des savoirs phytothérapeutiques, ce qui a déjà été démontré par d'autres travaux antérieurs, mais que souligne à nouveau notre étude. Alors femmes qui en tant que mères doivent savoir soigner leurs enfants tout simplement et sont donc les premières à s'intéresser aux phytothérapies. Et c'est peut-être encore plus vrai d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va essayer de démontrer aussi dans la thèse que je fais actuellement, c'est peut-être d'autant plus vrai dans le contexte, on va dire, matrifocal des départements d'outre-mer et plus largement, on va dire, de l'Amérique afrodescendante. Alors, les modes d'accès, en ce qui concerne les modes d'accès, on peut opérer un découpage en 4 grandes catégories. Excusez-moi. Alors, un tiers des plantes qui sont utilisées par les jeunes urbains guyanais eh bien, sont le fruit d'échanges entre proches, dans le cercle familial, dans le cercle amical, dans le cercle professionnel. Lorsque quelqu'un est malade, eh bien, on se rend compte qu'il y a une espèce de solidarité thérapeutique qui se met en place et on va comme ça s'échanger des plantes qu'on a dans notre jardin en fonction de ce dont la personne souffre. Notamment, dans chaque famille, il y a généralement une personne ressource, généralement une personne âgée et une femme, la plupart du temps, que l'on consulte et qui fournit les simples de son jardin en cas de besoin. Alors, un certain nombre de plantes également sont autoproduites, sont cultivées, même en milieu urbain. Beaucoup de jeunes produisent, cultivent de l'aloe, de la citronnelle, de l'orthosiphon, même en pot. Ça, c'est à peu près un tiers aussi, entre un quart et un tiers des plantes qui ont été utilisées. Bon. Et l'une des particularités aussi du milieu urbain concernant l'accès aux plantes médicinales, c'est l'importance des marchés comme interface d'accès. Sur les marchés urbains de Cayenne et de Saint-Laurent, eh bien, il y a un nombre assez important d'étals où on propose des plantes médicinales, ce qui permet finalement de faire le lien entre des gens qui n'ont pas accès à la terre pour cultiver et des paysans, des agriculteurs qui, eux, viennent proposer leurs plantes médicinales. Un petit nombre d'herboristeries aussi survivent, tant bien que mal il est vrai, surtout à Cayenne.
Mais alors ce qui est très intéressant, moi je trouve, en ce qui concerne ces itinéraires thérapeutiques en milieu urbain, ce sont les pratiques de collecte urbaine, d'extractivisme urbain, comme on pourrait les appeler, que l'on a pu observer grâce à ces travaux et qui nous semblent assez originales. En fait, de nombreux habitants mémorisent les lieux de collecte de plantes médicinales dans la ville, que ce soit des branches qui dépassent des clôtures, des plantes, des herbacées, des arbustes qui poussent dans les friches, des rudérales donc, qui poussent le long des chemins, ou des arbres qui sont protégés dans les lieux publics, dans les parcs, au bord de mer. Ils vont mémoriser ces lieux de collecte qu'ils observent dans la ville et n'hésiteront pas ensuite à aller se servir en cas de besoin. Donc finalement, la ville devient une espèce de vaste pharmacie à ciel ouvert où chacun détient ses propres spots, ce qui est une alternative finalement assez formidable, enfin moi je trouve, aux difficultés justement à cultiver en milieu urbain. Ainsi, par exemple, un certain nombre d'espèces rudérales sont protégées et ne sont collectées pratiquement que de cette façon. Je pense à Momordica charentilla ou à Lantana camara, qui sont des espèces spontanées, rudérales, semi-sauvages, et qui sont pratiquement toujours collectées de cette façon-là. Voilà. Alors, en termes de conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que la pharmacopée traditionnelle, en Guyane, en milieu urbain, chez les jeunes, se maintient tout de même relativement bien, malgré un effritement certain concernant, on l'a vu, certaines pratiques ou l'usage de certains végétaux. Mais d'autres pratiques ou espèces apparaissent également, notamment à travers l'installation de nouvelles populations migrantes en milieu urbain. Donc ce que l'on peut dire de ce point de vue, c'est que, j'ai envie de dire comme tout objet social, la phytothérapie n'est pas quelque chose de figé, de statique, mais au contraire est un univers culturel en perpétuelle évolution, en constante mutation, au fur et à mesure des interactions entre les habitants de la ville et dans la ville. Parmi les spécificités liées à la ville, puisque c'est le cœur du sujet ici, on peut souligner aussi le très faible endémisme des plantes qui sont utilisées, qui peut sans doute s'expliquer en milieu urbain plus qu'ailleurs par la moins bonne accessibilité des citadins aux espèces autochtones qui souvent sont des espèces donc sauvages et forestières. Ça peut s'expliquer aussi par la plus grande proportion de populations migrantes ou de passage qui, comme on l'a vu, viennent aussi avec leurs propres plantes, les introduisent et pérennisent finalement leur culture en milieu urbain. Les marchés jouent également un rôle prépondérant en tant qu'interface de vente entre des cultivateurs de simples et des citadins qui bien souvent n'ont pas la place, le temps ou même la connaissance leur permettant d'en cultiver eux-mêmes. Enfin, un point qui me paraît extrêmement intéressant encore une fois, c'est cette pratique originale, c'est inédite de collecte urbaine dont nous avons parlé précédemment. D'ailleurs, on en avait parlé avec Marianne Palis, c'est une pratique qui, à mon avis, mériterait d'être observée plus longuement et documentée peut-être sous la forme d'un article qui permettrait d'en mesurer l'importance réelle, d'établir un inventaire des espèces qui sont ainsi collectées et éventuellement même de cartographier à l'échelle d'une ville comme Cayenne eh bien, les modalités de collecte des plantes médicinales en milieu urbain. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. J'ai mis cette photo pour clôturer mon diapo parce que j'ai trouvé intéressant par rapport au thème de voir comment le végétal s'adapte à l'urbain avec ce pied de carambole là, qui cherche le soleil et qui sillaque comme on dit. Voilà, merci beaucoup. Alors j'ai peut-être été plus court que mes prédécesseurs parce que j'avais préparé un format plus court parce que je ne savais pas combien de temps il fallait. Voilà. J'ai une question à oui. poser. Est-ce que parallèlement à l'identification des plantes et à leur principe actif, est-ce que tu travailles aussi sur la posologie qui peut varier beaucoup d'un groupe humain à l'autre et comme tu parles justement d'hybridation des pratiques, est-ce que c'est valable aussi pour les posologies qui sont pratiquées? Bien sûr, alors c'est pas une question que j'ai fondamentalement abordée dans mon mémoire, puisque là ce sont mes travaux de mémoire, mais c'est quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup effectivement maintenant dans le travail de thèse.
Alors effectivement, les posologies, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il ne suffit pas simplement d'utiliser une plante, il faut savoir comment l'utiliser, la quantité, autant d'eau par exemple que de feuilles lorsqu'on fait une décoction. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, effectivement, qu'on collecte de façon systématique auprès des populations. Alors en termes de différenciation de posologie, il y en a forcément, mais on commence à se rendre compte que globalement, elles ne sont pas si importantes que ça, ce qui prouve finalement que sans se concerter, bien, tous ces groupes humains, ils ont mis en place des façons de se soigner qui se ressemblent beaucoup, et ce qui peut-être confirme aussi l'efficacité des plantes médicinales qu'ils utilisent, en tout cas. C'est ma lecture. Oui. J'ai une question sur la taille de l'échantillon. Oui. Et la manière dont tu l'as constitué, si c'est une autre sélection aléatoire ou bien si tu as travaillé. D'accord. Alors là, effectivement, comme je l'ai dit, j'ai interrogé 83 personnes, ce qui est pas mal pour une étude ethnobotanique, ce qui serait peu pour une thèse. Bon, mais là, j'avais pas beaucoup de mois pour le faire. J'ai procédé, comme on dit, par effet boule de neige. Donc les gens que j'interrogeais m'envoyaient vers d'autres. Bon, ce qui peut être un biais effectivement méthodologique. Maintenant en thèse, je fais pas comme ça. J'y vais plus de façon aléatoire. Je choisis une rue, un quartier, un endroit. J'y vais et j'interroge le maximum de personnes sur une journée, voire sur une semaine, en fonction des lieux choisis. Après, j'ai quand même essayé aussi d'avoir un sexe ratio équilibré. Et en termes de groupe, effectivement, d'être assez représentatif. Par exemple, j'ai interrogé beaucoup plus de créoles et beaucoup de personnes haïtiennes, par exemple, parce que j'estime que la population des agglomérations guyanaises est plus fortement constituée par ces communautés que, par exemple, par des Arawaks ou des Calignacs. J'ai aussi été voir, mais dans une moindre mesure, en tout cas. Voilà. J'ai une suggestion. Je peux. Oui. Alors, au niveau du lexique, Oui. on en a un peu parlé tout à l'heure, mais ça serait intéressant en fait, de remonter dans le passé et de voir si les termes sont issus de la même origine au niveau des populations dont tu as parlé, et voir s'il y a un vocabulaire qui apparaît à un certain moment, et si une plante est importée aussi, donc ça serait intéressant. Et j'ai une question par contre sur la vision du corps et de la maladie qu'implique ce type de soins médico-magiques. Est-ce qu'on soigne la maladie ou le patient? Est-ce que c'est distingué? Est-ce qu'on s'intéresse au corps et à l'esprit en même temps? Et du coup, là, ça peut relever d'une forme de chamanisme aussi pour certaines choses. Donc, on va basculer aussi dans la forme de transmission, ce qui est notre question. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la façon de concevoir le corps ou la maladie et l'esprit, en fait. Donc, ça doit être peut-être autre chose, je pense. Mais... Non, alors ça c'est fort intéressant. Effectivement, la plupart du temps, la plante elle est perçue comme, on va dire, un intermédiaire entre le patient et l'esprit qui soigne. Mais elle n'est qu'un intermédiaire. Finalement, celui qui soigne, c'est plus l'esprit. La plante elle joue un rôle d'intercession. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on est un peu dans une ontologie, on va dire, chamanique, parfois animiste, mais on est dans ces idées-là, effectivement. Donc après, la particularité de la Guyane, c'est qu'il y a des gens d'origines très diverses. Effectivement, il y a des Amérindiens, des Bouchiningués, des Créoles, des populations migrantes aussi venant parfois de très loin. Il y a des Hmongs, il y a des Chinois. Et effectivement, on ne peut pas non plus généraliser à l'ensemble de la Guyane parce que chacun aura sa façon de voir le corps, effectivement, sa façon de soigner, et puis aussi son arsenal thérapeutique propre. Pour le lexique, tu parles de la façon de nommer les plantes, c'est ça? Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de plantes qui portent des noms de plantes européennes et qui pourtant n'ont rien à voir avec ces plantes. Par exemple, la mélisse n'est pas du tout la mélisse européenne, c'est une mélisse tout à fait tropicale. On pense à d'autres plantes comme le coquelicot par exemple. Et en fait, on se rend compte que les colons, lorsqu'ils sont venus, ils ont découvert des plantes en Amérique, ou ailleurs d'ailleurs, puisque parfois elles ont été importées par la suite, mais simplement ils leur ont donné le nom de plantes tout à fait différentes, mais qui avaient des analogies de propriétés avec elles. Par exemple, tous les coquelicots en Guyane, il y a au moins 4 ou 5 espèces de plantes qui s'appellent coquelicots, qui n'ont rien à voir entre elles. Ce sont toutes des plantes antitussives qui sont utilisées contre les maux de gorge, comme le coquelicot européen. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Après, il n'y a pas que les colons, effectivement, qui ont nommé les plantes. C'est des processus qu'on retrouve aussi chez les Amérindiens. Il y a des langues, il y a des taxons en tupi-guarani qu'on retrouve chez les Arawaks. Donc il y a des ponts comme ça qui se font d'un point de vue linguistique, effectivement. Ouais. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
Ok. Mais le vocabulaire est partagé par les différentes populations. Non, il y a des mélanges. Alors en milieu urbain, puisque c'était le thème, il y a quand même une homogénéisation quand même des taxons, puisque du coup c'est comme on parle en créole ou en sranan-tongo, c'est la langue véhiculaire. Pardon ? Qu'est-ce qu'un taxon? Alors un taxon, c'est taxonomie, c'est le fait de nommer. Donc là, la taxonomie botanique, elle peut être linéenne, c'est-à-dire les taxons scientifiques latins, ou on peut parler aussi de taxonomie vernaculaire, c'est la façon dont les différentes populations vont nommer les plantes qu'ils utilisent. Voilà. Et effectivement, en milieu urbain, c'est comme pour les langues, il y a des langues véhiculaires, mais il y a aussi une taxonomie véhiculaire, on va dire. Les gens, ils utilisent, alors qu'ils ne le feraient pas s'ils étaient restés dans leur communauté, ils utilisent des taxons partagés, quoi. Oui. Alors, il y a, c'est juste par rapport au titre, parce que c'est phytothérapie des jeunes urbains. Est-ce que ce serait pas intéressant de mettre jeunes adultes, parce que 20-40 ans, c'est donc chez les jeunes adultes. Dans ton échantillon, tu as choisi des catégories socio-professionnelles diversifiées. Ce serait intéressant aussi de faire des pourcentages par rapport à aux différentes catégories sociales. Ouais, sociales. ouais. Et le type de quartier, puisque après, si tu interroges que des habitants des quartiers, pas péricentraux, mais il y a des quartiers peut-être prisés, voir un petit peu un pourcentage, des quartiers pour rééquilibrer en fait l'échantillon. C'est intéressant. Et dernière question, par rapport au monde rural, est-ce qu'il y a une pratique plus importante dans le milieu urbain par rapport au monde rural ou bien c'est pratiquement pareil? Ouais. Alors, d'abord, effectivement, là, c'est vrai que c'est une présentation un peu rapide, mais moi, je suis tout à fait disposé à envoyer à chacun d'entre vous mon mémoire, puisqu'il en a accès libre, je vous l'envoie sans problème, où il y aura plus de précision, effectivement, sur ces questions. Alors, c'est vrai que bon, là, c'est le géographe qui parle. Moi, c'est vrai qu'il y a certainement des lacunes sur certains points. J'ai peut-être pas des pourcentages précis pour les types de quartiers, des choses comme ça. Mais c'est le cas pour les CSP et pour d'autres détails que là, j'ai pas abordés. Après, je me suis perdu. Ensuite, tu me parlais j'aurais dû le noter, en dernier point. Pardon ? Ah oui, les jeunes adultes. Bon, alors, ça, c'est toujours... c'est un choix un peu arbitraire de nommer d'une certaine façon. Bon, déjà de décider que ce sont des jeunes adultes, les gens qui ont entre 20 et 40 ans, c'est ça, c'est arbitraire. Mais je veux dire, quand on fait de la sociologie ou des sciences humaines en général, on est toujours obligé de faire des choix à un moment donné. Ça, tu le sais bien. Donc après, on a fait ce choix qui effectivement peut être discuté, quoi. La fourchette est clairement donnée. Ouais, la fourchette est clairement donnée. Voilà. Ouais. C'est ça. Et la différence entre Ah oui, voilà, c'était ça la question. Ouais, c'est ça. Là, je me suis intéressé exclusivement aux urbains. Donc là, je peux pas avoir un regard comparatif, ou en tout cas comparé entre des urbains et des non-urbains. C'est ce que je commence à faire actuellement en thèse. Moi, je suis à peine de passer en deuxième année. Mais effectivement, il y a déjà des différences importantes qui ressortent, ce qui paraît normal, parce que c'est pas le même environnement, parce que c'est pas les mêmes pratiques. Il y a un isolement aussi en milieu urbain, surtout en Guyane, où les routes, l'espace est vaste, où on n'a pas forcément accès aux médecins facilement quand on est en milieu rural, donc on utilise plus de plantes. Et par exemple, là j'ai 109 espèces répertoriées, et là je commence ma thèse, j'ai fait à peu près, là je suis à 180 entretiens, j'en ai déjà 300 à peu près d'espèces, donc ça prouve que ça élargit le panel tout de suite, quoi. Ouais. Quand on s'intéresse à des populations rurales, et puis aussi des non-jeunes, parce que souvent les anciens ils sont porteurs de savoirs importants aussi, ça faut le dire. On est d'accord. Voilà. Oui. Et vous avez fait une différence entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni? Alors ça c'est très intéressant. Effectivement, là on vient de soumettre un article, parce que dans mon mémoire j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de statistiques, mais dans l'article qui a été soumis à la Journal of Ethnopharmacology, il y a des statistiques, effectivement, et notamment de cet ordre-là, à savoir est-ce qu'il y a une différence d'usage entre les habitants de Cayenne et les habitants de Saint-Laurent, et ce qui est clairement le cas. Par exemple, on parlait des bains. Chez les Bushinangais, les gens prennent énormément de bains, c'est une pratique très courante. Alors, pareil aussi, comme moi je trouve tout ça passionnant de toute façon, puis c'est mon boulot, mais qui ne vient pas forcément de l'Afrique comme on pourrait le penser, puisque ce sont quand même des Noirs marrons, mais qui viennent plutôt des Amérindiens, de la rencontre qu'il y a eu entre ces fugitifs esclaves et les populations amérindiennes qu'ils ont rencontrées en forêt. Et donc en tout cas le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent effectivement encore beaucoup de bains,
Ce qui est peu le cas, par exemple, à Cayenne, chez les créoles, par exemple. C'est quelque chose qui a pratiquement disparu aujourd'hui, je pense, comme ici, en Martinique. Voilà, ça se fait, mais de façon anecdotique. Voilà. Et beaucoup d'autres différences, bien sûr, entre ces deux villes. Ouais. Oui. C'est pas la même échelle non plus. À la même échelle non plus. Ouais. Et puis, là, ce qui se passe aussi à Saint-Laurent, c'est le côté transfrontalier, effectivement. C'est l'Amazone, et puis en face, c'est le Suriname. Donc, les gens, il y a un grand marché de plantes médicinales à Albina, ce que j'ai découvert récemment. Donc, les gens, ils traversent, ils vont chercher leurs plantes. Il y a une facilité d'accès aussi à Saint-Laurent. Ouais. Oui. Je crois que la présidente veut parler. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime particulièrement la partie sur l'analyse des pratiques de cueillette en milieu urbain. Et l'idée de cartographier ces pratiques, ça permet d'avoir une approche sur une autre appropriation de la ville. Et il me semble que c'est très très innovant dans les recherches sur la cueillette. Et j'aimerais bien savoir si vous avez identifié d'autres recherches sur des pratiques de cueillette en milieu urbain. Je pense que tu peux aussi dire pourquoi tu as intéressé, qui tu es, ce que tu veux faire. Oui, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur la cueillette des plantes ayurvédiques dans les montagnes du Sud. Ouais. Donc c'est plus en milieu rural, milieu forestier, milieu agricole. Mais voilà, c'est... Dans quelle région? En Inde du Sud. Ah, en Inde du Sud. Super, Sud. ok. Et désormais, je travaille sur la mise en place d'une filière de production agricole des plantes médicinales en Martinique, parce que on est plus dans une démarche de valorisation du produit. Oui. Voilà. Alors c'est ma première question. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres recherches sur les pratiques de cueillette en milieu urbain que vous avez identifiées? Et deuxième question, aujourd'hui, les inventaires ils se multiplient sur les connaissances traditionnelles. Moi, je voudrais savoir, est-ce que le fait d'aller poser des questions à ces jeunes urbains a entraîné une réflexion de leur part sur leurs pratiques quotidiennes de soins, sur la valeur de ces pratiques et des changements dans leur manière de voir leurs soins quotidiens? Alors, évidemment, je vais commencer par la première question. Moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles, d'ailleurs pratiquement aucun, qui parlent, en tout cas ils n'en parlent pas sous ces termes-là, de collecte urbaine de plantes médicinales. Albuquerque, dont j'ai parlé tout à l'heure, il parle un peu des modes d'accès en Amérique du Sud, dans le sud du Brésil, en Argentine, en Uruguay, mais il en parle très peu. Alors, quelque chose que j'ai un peu retrouvé chez Van Andel sur le golfe, c'est en Afrique subsaharienne. Mais en fait, effectivement, c'est bien pour ça que je trouve aussi que ces travaux mériteraient d'être faits et sont tout à fait inédits. Hein. Et voilà, moi je pense que c'est un article, en tout cas dans lequel je me lancerai avec beaucoup d'enthousiasme. Et en ce qui concerne les changements des personnes de représentation, c'est ça, des personnes que j'ai interrogées. Alors évidemment, parce que souvent, ce sont des pratiques, toutes les pratiques traditionnelles, qui sont un petit peu sous-valorisées, mal vues. Bon. Et quand les gens voient que des chercheurs s'intéressent à ces questions, ils revoient un petit peu leur façon de voir eux-mêmes leur propre savoir, leurs propres usages. Donc je pense qu'effectivement, il y a une réflexion qui se met en place. Après, j'ai interrogé que 83 personnes sur plusieurs milliers de jeunes urbains guyanais. Donc je ne pense pas que c'est une portée non plus fondamentale, mais peut-être que ça contribue effectivement à revaloriser. En tout cas, là où ça contribue surtout à le faire, c'est quand on publie, quand on fait des restitutions comme ça, quand je vais dans les communes en Guyane et que je suis invité comme par vous, d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup, à présenter ces travaux. Effectivement, là, je touche un plus grand public et qui se rend bien compte que les plantes médicinales, c'est aussi quelque chose d'important, quoi. Voilà. Est-ce que cette dimension-là, est-ce qu'il y a des ponts avec ça? Est-ce que c'est pris en compte par les populations? Ou bien on est sur autre chose? Alors, c'est traditionnel, ouais. hors de ça. Alors en Guyane, moins certainement qu'aux Antilles. D'ailleurs, il y a le Tramaz qui voudrait se mettre en place, qui serait l'équivalent, ou en tout cas la continuité du Tramil sur l'espace amazonien. Bon, beaucoup de balbutiements, pour l'instant c'est pas encore le cas. Après, dans le réseau de chercheurs ou tous ceux qui s'intéressent un peu aux plantes médicinales, oui, bien sûr, le Tramil est très connu. La Tramilothèque, moi, c'est vraiment un outil de travail que j'utilise beaucoup, que je trouve extraordinaire. Et puis beaucoup des plantes qui ont été collectées, qui ont été inventoriées, répertoriées par le Tramil sont des plantes qu'on retrouve aussi beaucoup en Guyane, puisque finalement le Tramil c'est la Caraïbe, l'Amérique centrale, donc il y a une proximité géographique évidente, ouais, bien sûr. Voilà.
o... I don't know if he mentioned it, maybe I didn't understand. How did he collect the information? Was it interviews or participant observation? Oui, y ¿puedo decirlo en español? Sí, Ok. perfecto. Yo hice los dos, bueno, mucho, como le dit enquête. Finalement, je devrais, oui. Cuestionario. Cuestionarios. Sí, muchos cuestionarios, pero también participación en directo con las personas. Ellos me mostraban cómo hacen las decocciones, los baños con plantas y también con la colecta de plantas para ir al herbier, como un herbier. Exactamente. Son los tres príncipes de un estudio de etnobotánica. Y mi próxima pregunta, si interesas, me parece preocupante que 98 de 110 plantas no son autóctonas. ¿Estás contemplando investigar en qué momento se introducen esas plantas? Oui, alors. Peut-être répondre du coup effectivement en français avec une traduction en anglais, ce sera plus facile pour tout le monde. Parce que je suis plus fort en espagnol qu'en anglais. Alors. Ah oui, d'accord, effectivement. Alors, sa question, c'est, elle trouve préoccupant le fait que 98 espèces sur 109 soient des plantes exogènes. Et elle me demande, est-ce qu'on s'est un peu intéressé au moment où ces plantes ont été introduites, comment ça se fait, c'est un peu ça le questionnement. Donc moi je dirais que finalement, alors, quand on n'a pas forcément un recul botanique, on peut trouver ça assez surprenant, mais finalement rien d'extraordinaire. Y va a traducir después. Pardon. Mais finalement rien de très extraordinaire parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une pantropicalité, je ne sais pas si le terme existe tout à fait, mais des plantes médicinales depuis la période coloniale. Donc c'est pas qu'en Guyane, c'est aussi le cas certainement en Martinique, Tramil l'a montré, et dans toute l'ère de l'Amérique du Sud. Une grande partie, pour ne pas dire une majorité des plantes médicinales utilisées sont des plantes parfois asiatiques, africaines, européennes. Ah oui. No, yo digo que nada es tan extraordinario porque ahora, hoy, en la mayoría de los países tropicales, muchas de las plantas medicinales son plantas que vienen de Asia, de África, de Europa, que fueron introducidas durante el periodo colonial. Y es la misma cosa, estoy seguro, en Puerto Rico o en muchos países. No hay nada grave. Claro, pero entonces hay una falta de conexión entre la tradición amerindia y lo que estás viendo hoy día. Claro que sí, Sí. claro que sí, pero todos sabemos que al momento del contacto la cultura amerindia fue matada, y no solamente la cultura espiritual o la cultura todo, y también las plantas medicinales. No hay desafortunadamente un heritage, pardon? Un bagaje, un patrimonio. Exactamente, un patrimonio amerindio muy importante, yo pienso, en la zona Caribe. Yo no pienso. Elle me disait que du coup, il y a peut-être une rupture aussi de transmission des savoirs anciens amérindiens dans les savoirs qui sont utilisés actuellement de façon contemporaine. Alors pareil, alors bien sûr que c'est grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose auquel on doit s'attendre lorsqu'on fait ce type d'études, puisqu'on sait très bien qu'au moment du contact, une grande partie du patrimoine amérindien n'a pas survécu, et notamment le patrimoine phytothérapeutique. Alors effectivement, les plantes sont restées, mais la façon dont les Amérindiens qui étaient ici avant la période colombienne, enfin dans la période précolombienne, les utilisaient, ça, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Quel est le pourcentage de population amérindienne trouvée en ville? Alors, ça, c'est pas évident. Non, alors le pourcentage, alors il y a bien sûr en France, on sait très bien que les statistiques ethniques n'existent pas, donc moi des pourcentages certains, j'en ai pas. Après, ils sont bien sûr ultra minoritaires. Ah oui, de toute façon en Guyana, los amerindios en el medio urbano son muy minoritarios. Eso es mi próxima pregunta, que si tal vez todos esos remedios homeopáticos se ven más representados en las clases sociales más bajas y la gente de clase social más alta recurren a la medicina más moderna, y ahí también es otro elemento de considerar. Sí, claro que sí, claro que sí. Eso es algo que yo he observado mucho,
Elle demande si effectivement il n'y a pas un lien entre la classe sociale et l'utilisation des plantes médicinales. Et effectivement, les populations plus aisées ont un meilleur accès à la médecine occidentale, on va dire, tandis que notamment les populations migrantes, les populations défavorisées, pour reprendre le terme de tout à l'heure, souvent utilisent plus de plantes parce que justement elles sont en dehors du système de santé instauré, quoi. Il y a un pourcentage, sans doute réduit, mais de la population aussi aisée qui revient que les phytothérapies, les plantes huiles essentielles. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec ce revivalisme culturel, qui d'ailleurs ne touche pas que les phytothérapies. Et ici, c'est le cas aussi avec le bélé, le broca, le caseco en Guyane. Donc culturellement, musicalement, culinairement, et puis aussi en ce qui concerne les plantes, il y a un renouveau un peu de toutes ces pratiques, je pense. Ouais. Et j'ai envie de dire heureusement, même si je suis censé être neutre. Une question, c'est par rapport au... Alors, moi je découvre ça, je trouve que c'est singulier quand même comme étude déjà, je trouve ça très intéressant. Et je voulais savoir si vous avez une idée sur l'impact que peut avoir le développement urbain sur cette pratique. Et notamment là, vous avez une population de 20 à 40 ans. Je suppose que les quarantenaires ont depuis longtemps, ont un plus grand exercice de cette pratique. Et si vous avez mesuré justement ce changement dans leur pratique depuis qu'ils ont commencé jusqu'à leurs 40 ans et par rapport aux ceux qui ont 20 ans, et s'il y a une interaction avec l'urbanisation. Alors je ne connais pas l'urbanisation à Cayenne, mais je pense que ça doit être densifié un peu comme partout. Alors effectivement, logiquement, on pourrait penser, ce qui est un peu le cas d'ailleurs, que les quarantenaires connaissent plus de plantes que les gens qui ont 20 ans. Bon. En Guyane, ce n'est pas toujours le cas, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'immigrer et qui du coup, dans leur pays, qu'ils aient 20 ou 40 ans, utilisaient encore beaucoup de plantes médicinales. Après, la question aussi du pourquoi est-ce que quand on a 40 ans, on utilise moins de plantes, elle peut être due au fait, pas seulement que on est plus âgé, donc on a vécu à une époque où les plantes médicinales étaient plus courantes, elle peut aussi simplement être due au fait que plus on est âgé, plus on a eu le temps d'acquérir des savoirs, plus on a été malade aussi. Et donc du coup, on n'a pas eu le choix aussi de se soigner, notamment par les plantes. Donc ça, c'est vraiment une question complexe. Moi, je pense que, en tout cas à mon stade, je ne peux pas tirer de conclusion pour l'instant, savoir est-ce qu'ils en utilisent plus parce qu'ils sont plus âgés, simplement. Il faut vraiment savoir ce qui se passe derrière ça. Après, effectivement, alors là, entre 20 et 40 ans, c'est pas très palpable, mais quand j'interroge des gens qui ont 60, 70, 80, 90 ans, je me rends compte tout de suite que là, ils ont vraiment des savoirs bien plus importants que les jeunes, même de 40, 50 ans. Et simplement, ils me disent, moi, quand j'avais ton âge, il n'y avait pas de médecin à 100 km à la ronde. Hein. Ou alors des gens, moi j'ai rencontré des vieux orpailleurs Saint-Lucien qui habitaient au milieu de la forêt guyanaise. C'était une question de survie. Hein. Parce que quand ils se faisaient mordre par un serpent ou qu'ils chopaient la leishmaniose, il fallait vraiment connaître des plantes vraiment importantes et efficaces, qu'aujourd'hui personne n'utilise d'ailleurs. Enfin, et les transformations de la ville sur justement la pratique, est-ce qu'on peut les ressentir là dès maintenant? C'est-à-dire de dire que ça va être de plus en plus urbanisé, les friches vont avoir tendance à disparaître. Ou est-ce qu'on met en place dans ces villes-là justement des programmes où il y a des jardins, des parcs? Il y a un vrai problème à Cayenne. La structure ancienne de la ville, c'était une trame en lamelles avec la maison, des dépendances dans le jardin qui permettaient à la maison de vivre, en culture vivrière. Et ça, donc l'urbanisation a monté en hauteur, on a encombré la nature vide, on a construit, ça s'est surdensifié. Quelle est la part des cultures médicinales dans ce jardin? Je sais pas. Dans les jardins intérieurs, ce qu'on appelle les cours intérieurs. C'est les cours jardins. C'est ça, le lacou dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, qui existe effectivement ici et dans tout l'arc antillais. À mon avis, oui, voilà, les cours intérieures foyalaises ou pointoises sont à peu près les mêmes entre guillemets que les cours intérieures cayennaises, comme on dit, c'est ça, pointoises. Et du coup, effectivement, alors elles existent de moins en moins, mais elles existent encore. Et dans ces cours, on a encore un peu des plantes médicinales, mais la preuve, c'est que je dis que 20% des plantes sont cultivées, donc il y en a encore. Mais maintenant, on est beaucoup sur de l'ornemental ou sur d'autres types de plantations, effectivement, quand c'est pas bétonné. On ne connaît pas forcément
forcément les usages de ces plantes. C'est ça. Pareil, moi, juste une petite précision aussi. Les gens utilisent beaucoup, mais partout, hein, malheureusement, beaucoup de désherbants de plus en plus. Or, beaucoup des plantes médicinales sont des petites herbacées, qu'on appelle vieilles herbes, mais en fait, qui ne sont pas du tout des vieilles herbes. Et bien maintenant, elles disparaissent tout simplement, hein, avec l'usage du Roundup et pour ne rien citer. Pardon. Effectivement, ça a quand même un impact majeur, je veux dire. Et ça, c'est assez lié quand même au mode de vie moderne, urbain. Voilà. Vous avez une question? Oui. Tu as abordé l'acquisition marchande. Tu as dit que les utilisateurs se procurent leurs plantes sur les marchés par réputation, etc. Est-ce que tu t'es intéressé aux motivations du vendeur, du fournisseur? Est-ce que c'est par reproduction d'une pratique traditionnelle ou bien est-ce qu'il y a une motivation économique à vendre? Est-ce que ça rapporte? Pour les marchands? Pour les marchands. Point de vue des marchands, bah effectivement, c'est évidemment leur gagne-pain. Hein. Ils vendent ça comme on vendrait des ananas ou des légumes. Mais après, est-ce que c'est un poids économique appréciable? Alors un poids économique appréciable, je ne sais pas à partir de quel niveau c'est appréciable, mais ce pas des gros producteurs, et on est sur des petites quantités, ils ne font pas beaucoup d'argent là-dessus. Après, là où la question est aussi intéressante concernant ces vendeurs, c'est qu'en fait, officiellement, ils le font illégalement, puisque la plupart des plantes qu'ils vendent sont des plantes qui ne sont pas inscrites à la pharmacopée française, et vendre des plantes non inscrites à la pharmacopée française, c'est comme vendre d'ailleurs du cannabis, on n'a pas le droit. Bon, sauf qu'il y a quand même une tolérance aux Antilles-Guyane, bon, heureusement, mais officiellement, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. On a arrêté la formation des herboristes. C'est ça, voilà. On n'a plus le droit d'être herboriste. herboriste. Dans la faculté de pharmacie. C'est ça. Plus que des pharmaciens. Donc officiellement, c'est illégal, quoi. Alors, leurs plantes, effectivement. Alors, moi, j'ai interrogé pas mal de ces marchands, mais ils en cultivent beaucoup. La plupart des plantes qu'ils vendent sont des plantes qu'ils cultivent. Il ne faut pas beaucoup de place pour faire des plantes médicinales. Sur un demi-hectare, on arrive à avoir suffisamment de plantes pour en vendre 3 fois par semaine sur le marché de Cayenne. Mais il y a aussi beaucoup de plantes, effectivement, qui sont collectées, alors en milieu urbain ou en milieu non urbain. Une des spécificités en Guyane, bon, que là, je n'ai pas tellement abordé, puisque justement, on parle beaucoup de la ville, c'est le fait d'aller chercher des plantes en forêt. Il y a un réseau comme ça de connaisseurs, là, des chasseurs, souvent des chasseurs-cueilleurs, qui vont en forêt et qui connaissent. Alors là, c'est des savoirs naturalistes quand même assez importants, parce qu'on est sur des espèces de 30-40 mètres, donc on ne voit pas forcément les feuilles, donc il faut connaître le type d'écorce, il faut savoir reconnaître des plantes sur des critères qui ne sont pas forcément donnés à tout le monde. Mais on a un réseau comme ça de gens qui vont en forêt et qui ramènent des écorces, des branches, des racines, soit qu'ils les revendent aux marchands, soit qu'ils les vendent eux-mêmes sur les marchés, mais ça existe. Ouais. Voilà. Mencionas que hay una gran influencia de la farmacopea francesa y entiendo que es parte de la explicación de por qué hay tanta planta que no es local. Y a mí me gustaría preguntarte si has mirado la influencia de la farmacopea de las Guyanas en Francia. Ok. Je dirais que, elle me demande inversement l'influence de la pharmacopée guyanaise sur la pharmacopée française, puisqu'elle a compris que la pharmacopée française avait beaucoup influé. Moi, j'ai envie de lui dire qu'elle est quasi nulle. Mis à part quelques produits et huiles essentielles, il n'y a pas grand-chose qui s'exporte dans ce sens-là. Hein. Pardon. C'est le lobby pharmaceutique quand même pour l'essentiel, parce qu'effectivement, une partie des choses sont faites sur les trucs de M. Joseph. Alors effectivement, moi je parle à l'échelle de la Guyane. Je sais qu'aux Antilles, Henri Joseph, voilà. Joseph, notre collègue qui... Ah, mais moi aussi. D'accord. On a un collègue qui est botaniste de formation. D'accord. Parce que je sais qu'aux Antilles, effectivement, il y a déjà une filière un peu de PAM qui s'est mise en place. Il y a Fidéline 2000, Dr Henri Joseph, d'autres encore. Ce qui n'est pas forcément trop le cas en Guyane. Donc, et al contrario de las Antillas, en Guyana no hay, ¿cómo decir esto? Yo no pienso que la farmacopea guyanesa tenga una influencia grande sobre la farmacopea francesa, porque son algunos aceites esenciales que son productas, pero muy pocas cosas. Ajá. De nada. Voilà. Autre question. Ah bah allez-y. C'est beau sujet. En tout cas, c'est passionnant. Merci. C'est
Merci. Extrêmement riche et très intéressant. Il faut qu'on le fasse parler à Cayenne. Ah bah oui, Mais je vis à Cayenne. mais je vis à Cayenne. Oui, mais on ne sait pas. Je commence à peine, c'est pour ça. Voilà. Vous avez d'autres interrogations? Alors effectivement, moi je reviens là-dessus une dernière fois, mais vraiment je pense que l'intérêt de faire un article sur cette histoire de collecte urbaine, et je pense que Marianne Palis vous en avait parlé, puisqu'elle m'avait dit par rapport à ce groupe que ce serait intéressant de faire un article là-dessus. Bon. On n'en a pas trop reparlé depuis, mais effectivement, moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'original. Mais nous, on est preneurs. Ah ben, moi je suis prêt à le faire volontiers, quoi. Donc on en discute. Ben voilà. Intégrer la dimension soulevée par Emmanuel sur les friches et le fonds d'organisation. Exactement, ouais. Ah oui, oui. C'est ça, mais parfois même j'ai de sacrées surprises. Par exemple, alors j'ai peut-être pas la je sais pas s'il y avait la photo là, mais je pense que si. Alors la photo qu'on voit ici en bas à droite, Ouais. c'est un vieux bâtiment, c'est la cité, c'est pas Nova Park, c'est Rénovation Urbaine. Ah, d'ailleurs, elle s'appelle Rénovation Urbaine. C'est dans les années 70, je crois, on a créé ces quartiers un peu pour reloger les gens de l'exode rural. Aujourd'hui, ces bâtiments, bon, ils sont devenus un peu obsolètes, donc on est en train de rénover la rénovation urbaine. Et en passant dans ce quartier, j'ai vu, alors ça c'est ce qu'on appelle la liane amère, ou bâton amer, ou liane serpent, une plante médicinale phare, hein, très très importante dans la pharmacopée, et qui poussait là spontanément. Alors ça se trouve, c'est un habitant de ce bâtiment qui a laissé un pot en déménageant, et puis c'est en train de monter sur le bâtiment, et les gens viennent se servir. Et ça, c'est vraiment un exemple de collecte urbaine intéressant, parce que quand je suis passé, il y a des gens qui venaient de prendre leur bout de branche. Et ça, je trouvais ça intéressant. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des vieilles maisons créoles avec des recouverts de plantes, mais qui sont des plantes médicinales, et les gens le savent, donc ils y vont. Voilà. Ouais. C'est une pratique, alors c'est quelque chose qui est pratiqué. Ah ouais, voilà. carrément. Et là, je disais il y a longtemps que c'est juste pour faire un parallèle, où dans Paris, la mairie a autorisé tout le monde à planter ce qu'il voulait, notamment. C'est un petit peu plus cadré que tout le monde, mais. Comment? C'est un peu plus cadré que tout le monde. Oui, mais en vrai, c'est les habitants dans un quartier, voilà, l'espace public réapproprié, et notamment par rapport aux plantes, jardin, les médicinales et tout ça, et on fait l'inverse, c'est pas l'inverse, mais je me dis, là ça risque de disparaître un moment, ou en tout cas avoir une tension peut-être forte, et on essaye de remettre en place dans d'autres milieux urbains. Sur Paris, il y a aussi une autre problématique qui est de réintroduire le tram vert de façon à avoir une biodiversité, c'est-à-dire qu'il ne soit pas coupé par l'espace urbain, justement, les espèces animales et végétales. Voilà, la continuité des corridors de circulation des espèces animales et végétales. Effectivement, ça se voit de plus en plus dans les quartiers. Donc c'est pas forcément, ça peut être ornemental la plupart du temps, mais c'est déjà des poches vertes qui permettent de réintroduire cette idée de tram. Il y a un autre phénomène, c'est que la végétation en centre-ville fait un gain de température important. On a 3 degrés à Bordeaux, avec des parties qui sont plantées en cœur de ville, en différentes salles. C'est vrai partout. Petit appartement à Paris, ils ont fait une cour avec. Effectivement, il y a une différence de degré très importante par rapport à l'extérieur. Alors que bon, c'est quelques. Enfin voilà, il y a. C'est comme l'idée des jardins partagés qui commence aussi à émerger chez nous. En Guyane, il y a un projet là qui est en train de voir le jour. On parle parce que je suis consultant justement pour ce projet, ce serait intéressant de développer ça, je trouve, parce qu'effectivement, redonner accès aux plantes sur Cayenne, ouais. Pas que, en fait, le porteur de projet, il veut le faire n'importe où. Oui, c'est un peu ça. J'étais à Montréal maintenant, dans les parcs, il y a des grands potagers d'herbes, persil, thym et tout ça, où on peut aller cueillir, tout le monde va cueillir. Alors il y a quelqu'un qui encadre pour pas arracher tout ça, mais c'est ouvert à tous, très librement. Enfin, c'est des lieux incroyables. Très intéressant. Voilà. Qu'il faut développer dans le territoire et dans notre thématique. Juste au sujet du conflit, est-ce qu'il y a des conflits Est-ce qu'il y a des conflits dans ou est-ce qu'au contraire c'est considéré comme une ressource commune? Ouais, alors ça c'est aussi une bonne question.
Alors, quand le lieu est commun, j'ai l'impression que c'est considéré comme une ressource commune. Par contre, lorsqu'on commence à grappiller des plantes qui dépassent des clôtures, des murets, là, effectivement, il peut y avoir conflit. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai fait un coup de fusil, entre guillemets, parce que j'ai essayé de prendre un bout de liane chez le voisin. Bon, ça peut créer des conflits, mais la plupart du temps, non, c'est des choses qui se passent très très bien. Ce que je raconte là, c'est très anecdotique. La plupart du temps, on ne va pas refuser à quelqu'un qui prenne quelques feuilles pour soigner quand même. Je pense que des conflits majeurs là-dessus. On a un vrai problème culturel quand même sur la place de la végétation dans la ville. Tous les services techniques qui veulent bétonner, qui veulent tuer toutes ces plantes qui apparaissent. Les particuliers qui ont un jardin qui veulent aussi donner une cour, qui veulent l'imperméabiliser. Ils disent que les arbres amènent des termites, des insectes. Et des fois, en zone urbaine, je me demande même si c'est pas les services techniques pour pas avoir à ramasser les feuilles. Et des fois, je me suis vraiment posé la question. Alors que dans certaines villes de métropole, il y a une autre politique qui vise à laisser libre cours à la nature, qui pousse entre les pavés, les murets, et ils sont passés à autre chose. Et moi, je pense qu'à terme, on va revenir vers ce type de vision urbaine. Je pense. Hein. Et il y a un gros travail à faire. Mais il y a encore un gros travail à faire. C'est sûr. Merci beaucoup. Mais en fait, ce sera même imposé, puisque suite à le législateur, donc, dans le cadre de la loi sur la transition écologique, la loi de la ministre, impose donc maintenant des normes de verdissement, de végétalisation donc, du bâti. Et le problème aujourd'hui, c'est un travail de sensibilisation et de pédagogie avec les constructeurs, les bailleurs en fait, qui sont dans des logiques de reproduction de ce qu'on fait. Donc pourquoi changer quand on a l'habitude de faire. Donc aujourd'hui l'enjeu c'est vraiment de dialoguer avec les concepteurs, les entreprises, et ça pourrait déboucher sur des avancées intéressantes. Et peut-être aussi un travail de pédagogie aussi de la part des habitants. Les habitants, parce que la dernière fois que je suis venu en Martinique, j'étais boire un jus à la place Pérignon, là, un très bon jus. Et ils ont planté à côté des merisiers. C'est très bien. Et lui, il me racontait que tous les matins, tous les jours, il y a plein de branches qui sont cassées parce que les gens viennent cueillir, et puis parfois les gens ils cassent les branches, ils laissent. Il me disait que ça donne tellement de travail justement au service technique, que pour lui, ils vont finir par les couper, ces merisiers. Donc du coup, il faut que ce soit des deux côtés, l'éducation doit se faire des deux côtés, je pense. Hein. Effectivement, ça donne plus de travail, parce que les gens ils arrachent les plantes, malheureusement. Pas dans le sens de la réintroduction des plantes médicinales.